bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est maître Valentin Laury. Valentin est avocat au barreau de Marseille depuis 2018 et il est également pénaliste. Et j'en profite pour vous dire que c'est donc une longue série de pénalistes que je termine avec Valentin, Il y aura de nouveaux pénalistes à l'avenir dans Fleur d'Avocat, mais là, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, puisque la semaine dernière, c'était Anne-Sophie Arbelot de Rouffignac, qui est pénaliste à Poitiers. La semaine d'avant, Nabil Boudi, qui est pénaliste à Paris. Un petit peu avant, Aurélien Bourdier, qui était pénaliste à Poitiers. Et encore avant, Safia Akori, pénaliste à Paris. Et donc, il faut que je redonne place aux civilistes, aux publicistes et aux autres formes et types d'exercices de la profession d'avocat qui existent. En tout cas, c'est un plaisir de recevoir Valentin. Valentin qui est un auditeur de la première heure du podcast. C'est pas du tout la raison pour laquelle il a été mon invité. C'est grâce à sa recommandation par Clémence, maître Clémence Xantia, à qui il a fait découvrir le podcast d'ailleurs, qui fait donc que je l'ai reçu à l'occasion d'un déplacement à Marseille. Alors j'ai reçu un petit message d'une auditrice qui me demande pourquoi une surreprésentation du barreau de Poitiers. Eh bien, la surreprésentation du barreau de Poitiers, c'est parce que j'en suis originaire. Et la surreprésentation aussi du barreau de Marseille, donc parmi les barreaux de province, parce que le vrai barreau qui est majoritaire dans Fleur d'Avocat, c'est bien le barreau de Paris. Mais il se trouve que je suis originaire de Poitiers et que j'ai beaucoup de famille à Marseille. Et donc, je profite de mes déplacements à Poitiers et à Marseille pour faire des interviews pour le podcast, pour que la province soit aussi recommandée. Enfin, pas la province, pardon, la région. Voilà, je ne vous embête pas plus avec mes introductions à rallonge. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Ah si, avant, n'oubliez pas de laisser un avis et 5 étoiles sur le podcast. À ce titre, je remercie Kat M23 et aussi Dylan Pernaud pour leurs avis respectifs sur iTunes et Apple Podcasts. Ces avis sont très précieux pour m'aider à faire connaître le podcast au plus grand nombre. Et donc, voilà, merci à vous. Et si vous n'êtes pas sur iTunes et sur Apple Podcasts, eh bien, le bouche à oreille, c'est aussi très efficace. Voilà, je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Valentin Laury. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Merci à toi, parce que j'écoute Fleur d'Avocat déjà depuis un petit bout de temps. Je sais pas combien de temps t'as commencé, mais... J'ai commencé il y a 2 ans. 2 ans. J'avais écouté l'interview de Margot Frisk avec qui j'étais à l'école. Je pense que c'est via son interview que j'ai entendu Fleur d'Avocat, et puis j'ai suivi un peu. Alors j'ai pas tout écouté, mais j'en ai écouté quand même quelques-unes. Et je trouve que ça trouve, enfin, c'est pour ça que j'ai accepté cette interview, parce que on parlait de moi, ma vie, mon œuvre, c'est pas forcément ce qui m'intéresse énormément, mais par contre, voilà, contribuer à ton travail, à cette espèce de discussion entre confrères et de se dire, bon, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui, les expériences de chacun, et puis en voyant que à Caen, à Poitiers, à Paris, on a tous à peu près le même vécu, on rencontre des difficultés similaires, ça fait parfois du bien quand on est seul dans son cabinet. Voilà. Je suis très heureuse de recevoir un auditeur de la première heure de Fleur d'Avocat sur le podcast. C'était pas intention. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que je fais ma sélection, mais c'est vrai que donc c'est Clémence qui t'a recommandé. Elle m'a dit, et en plus, ça me fait d'autant plus plaisir de le recommander que c'est lui qui m'a fait découvrir Fleur d'Avocat. Donc, je trouvais que c'était un chouette retour de karma. Merci en tout cas beaucoup d'être ici encore une fois. Je t'en prie. Et on va donc parler de ta vie et de ton œuvre. Et non, ce n'est pas un exercice égocentrique, c'est un grand exercice de générosité, puisque comme tu le dis, ça aide plein de confrères et plein d'élèves avocats et plein d'étudiants à se projeter, donc c'est top. Alors Valentin, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat. Alors, comment... c'est du coup, après avoir entendu plusieurs avocats, il y a souvent le truc de se dire par hasard. En fait, c'est pas vraiment un hasard, parce que enfin on prend des décisions quand même par rapport à ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas, et puis
Mais bon, ça reste quand même par hasard dans le sens où moi je viens pas d'une famille d'avocats, je viens pas d'une famille non plus en lien avec des avocats, c'est-à-dire que j'avais jamais entendu parler d'avocats avant peut-être mes 20 ans. Je viens d'une famille rurale, enfin je suis originaire de Bretagne. Mon père est agriculteur, ma famille est plutôt dans le milieu médico-social, donc j'avais jamais entendu parler de cette profession. Puis pour moi, j'avais vraiment un imaginaire collectif en fait sur l'avocat, le type en costume, la plaidoirie, enfin etc. Et donc pendant mes années lycée, j'ai pas, enfin parce que c'est un peu souvent là qu'on commence, parce qu'au collège on est un enfant, mais au lycée, j'ai pas du tout pensé à faire du droit. J'avais des facilités à l'école, j'avais une facilité d'expression et une démonstration. Enfin, j'aimais bien le fait des matières comme l'histoire géo, la biologie, la philo, des trucs qui me permettaient d'avoir un schéma de pensée, mais en même temps, c'était pas quelque chose. Voilà, enfin, le droit, je voyais pas du tout à quoi ça se rapportait. Après, j'avais quand même justement au lycée un peu cette envie de parler un peu pour les autres, c'est-à-dire que ça fait partie un peu de la race des délégués de classe, tu vois. Il y en a plein. Hein. Ouais, du conseil de vie lycéenne. Enfin, j'étais dans des manifestations pour la réforme de Villepin. Enfin, mais bon, je pense pas que j'avais vraiment des idées politiques à l'époque, mais en tout cas, j'avais envie de prendre la parole, quoi. Et donc voilà. Et donc du coup, je sors de ce lycée où en fait on n'a pas vraiment, enfin c'était un lycée où on proposait plutôt des schémas type IUT, BTS, parce que c'était un peu le public qui venait dans ce lycée-là. Il y avait quelques-uns qui partaient en prépa, mais c'était vraiment les meilleurs. Et puis la fac était vraiment vue comme étant de la part d'ailleurs de ma famille, mes amis ou autres, comme étant l'endroit de la glande en fait, l'endroit où tu vois où on fait rien quoi. Donc je suis parti en IUT de gestion. Mmh. Entreprise d'administration ça a été un échec total parce que combien de temps j'ai fait vraiment en présentiel comme on dit aujourd'hui, j'ai dû faire 3 semaines je pense. Après j'ai essayé de m'accrocher en me disant bon peut-être que ça pourrait me permettre de faire autre chose, et puis j'ai découvert des matières justement le droit, il y avait un cours de droit, il y avait un cours de psycho aussi que j'aimais beaucoup. Mais j'étais parti pour faire de la DRH. Enfin, aujourd'hui, je vois pas du tout ce que j'aurais pu apporter dans ce métier-là. Je vois pas du tout. Enfin, et puis j'étais encore. Enfin, il faut se remettre. J'avais des cheveux longs, j'avais un bandeau dans les cheveux. Voilà, j'étais pas. T'étais pas prêt pour la vie pro. J'étais pas prêt pour la vie pro, puis surtout j'étais pas prêt pour la vie dans un monde de travail. Enfin, je me rappelle un prof de psycho qui justement nous apprenait les codes de chaque des sociétés. Enfin, c'est un peu le moment où on apprend les grandes pensées, un peu Bourdieu et autres. Et c'est clair que moi j'avais rien à faire là, quoi. C'est clair. Puis en plus le prof de compta m'a pris en grippe dès le début. Donc non, ça a été une catastrophe. Donc t'as arrêté au bout de quelques semaines à y aller, et du coup t'as fait quoi? Comment tu te sentais? Comment Ah bah c'était la grosse déprime, hein. Parce que du coup là au bout de 3 semaines, puis en plus personne n'a compris vraiment ce choix, pourquoi je partais là-dedans, et moi j'étais vraiment en disant non mais je veux faire absolument ça. Et bon, je me suis retrouvé à Rennes. Bon, après il y avait une vie étudiante qui s'est calée dessus, et donc bon. Je te dis, j'ai essayé de m'accrocher comme j'ai pu, mais bon, c'était pas, je me suis vraiment pas amusé, quoi. Bon, j'ai quand même passé le concours j'ai quand même passé l'examen de premier semestre, mais après l'examen de premier semestre, j'ai arrêté. Ouais. Et du coup, la grosse question, j'ai tenté vaguement, mais alors, tellement vaguement que c'est anecdotique, de préparer le concours de Sciences Po. Parce que j'avais vu une psychologue d'orientation qui m'avait dit que éventuellement j'aurais pu être diplomate, mais c'était tellement désincarné. Mais oui, enfin, puis en plus cette femme là, bon, vraiment, si j'ai un conseil à donner aux étudiants, les psychologues d'orientation, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Il faut prendre ça comme une information avec une autre, et c'est pas elle qui va vous dire ce qu'il faut faire, hein, parce que vraiment. Moi, en tout cas, elle m'a ruiné 2 mois où j'ai du coup perdu complètement confiance en moi. Je savais même plus du tout. Je disais, mais les propositions qu'elle me fait, c'est très loin de ce que je suis, quoi. Voilà, j'ai fait, j'étais beaucoup avec des potes, et c'était aussi, il y avait une nouvelle, je sais pas, il y avait une réforme encore, et donc la fac de Rennes 2
a fermé. Et donc du coup, on était beaucoup d'étudiants à rien faire. Et donc, je pense que c'est là où j'ai commencé à avoir un réseau d'amis, et puis notamment un réseau d'amis dans le milieu associatif, et notamment un type qui était dont son père était avocat. Et donc j'ai commencé à avoir ce truc-là. Moi, mes parents ont continué de me payer l'appartement, je leur remercie encore aujourd'hui. Mais sans grande réussite. Et puis je me suis dit quand même qu'il fallait me ressaisir. Et puis il fallait que je gagne un peu d'argent. Et donc du coup j'ai bossé l'été à l'abattoir. Et là j'ai vraiment découvert ce que c'était que le travail, quoi. Vraiment le tripalium, quoi, la souffrance, ce que c'est que de travailler vraiment, et puis aussi du quotidien de ces gens là qui tous les matins se lèvent pour aller bosser, machin. Et puis donc là après cette année là de glande où j'étais perdu, et puis et où j'ai cette expérience professionnelle dure, en me disant c'est pas possible, je vais pas faire ça, quoi. 3 semaines avant, je savais toujours pas dans quelle fac m'inscrire au mois d'août, et je me suis inscrit, du coup je savais toujours pas si je voulais m'inscrire en fac d'histoire parce que j'avais bien aimé ça, ou en fac de droit, mais sans savoir pourquoi. C'était à l'époque, je crois que je voulais être fonctionnaire attaché territorial. J'aurais bien bossé dans le monde de la culture, mais bon, pourquoi du droit pour ça, je sais pas. Voilà. Ouais. T'avais peut-être identifié ça comme une voie qui mène à tout. Oui, voilà, ouais. Tu pourrais pas desservir. Un peu comme tout le monde. Ouais. Puis les premiers cours de droit m'avaient intéressé. Puis bon, ouais, voilà, le droit mène à tout, quoi. Et puis j'arrive à la fac. Et là, au cours d'introduction au droit, et j'avais vraiment l'appétit du cours vraiment même cette ambiance d'amphi avec le bois, l'ambiance d'être 400 et d'être anonyme, de pouvoir faire de taper son cours, d'être en autonomie, en fait, ça me plaisait énormément. Et par rapport à la priori de ta famille sur le fait que la fac c'est un truc de glandeur, tu t'en es détaché, comment ça s'est... Oui, mais en fait c'était parce que c'était pas forcément un truc de glandeur, mais c'était un truc dans lequel mes frères et sœurs s'étaient perdus. Ma grande sœur, elle a fait une fac d'histoire, une fac de maths, et mon autre grande sœur a fait une fac de médecine qui a été extrêmement dure pour toutes les deux, dure à vivre, parce qu'elles ont vécu le fait d'être anonymes dans un amphi comme étant une solitude, comme étant un peu seul contre tous, ou surtout en fac de médecine. Et du coup, moi justement, quoi, ça me plaisait beaucoup le fait d'être en autonomie, quoi. Et donc je me suis détaché de ça, oui, parce qu'en fait très rapidement ça m'a plu, en fait. Ouais. Et les matières t'ont plu, comme tu dis? Ouais, mais ce qui m'a plu vraiment, c'était plus c'était le fait d'avoir une ouverture sur plein de choses dans lequel j'avais jamais entendu parler, les institutions, la Cour de cassation, Conseil d'État, etc. Ça, j'avais jamais entendu parler de ma vie. Et c'est plus une curiosité du système de savoir comment ça marchait, et après une curiosité du système rhétorique, de la démonstration. Ça, c'est... Et puis après la curiosité aussi du droit pénal, avec un peu la garde à vue, les choses comme ça, on commençait à avoir dans les premiers cours. Enfin, je sais pas si c'était en L1, mais j'ai rencontré c'est aussi les amis, en fait, qui font la fac généralement. Et il y avait un pote, qui est d'ailleurs toujours un pote, qui était passionné de droit pénal et qui en parlait, et qui lui avait eu cette idée-là depuis longtemps. Et du coup, je me rappelle vraiment de soirée dans son tout petit appart là, à bord du Vin Rouge, et à parler de droit pénal. Et moi, j'ai vraiment plus vécu ces années étudiantes comme étant plein, en vrai. Puis il y a vraiment à Rennes, il y a une vie étudiante très forte. Il y a vraiment des jeudis qui commencent le mardi, quoi. Donc c'est clair que il y a Rue de la Soif. Il y a la rue de la Soif, ouais, mais bon, il y a pas que, il y a vraiment et il y a la fac en plus, il y avait plein de gens qui étaient partis à la fac de droit sans savoir vraiment ce qu'ils voulaient faire. Et donc il y a plein de glandeurs aussi, quoi. Donc il fallait quand même rester concentré. Mais t'as fait partie de ces étudiants qui ont réussi à jongler entre la fac et la vie étudiante. J'ai rapidement compris que la fac, il y avait 3 fois 4 mois. Il y avait 4 mois de vacances, 4 mois d'amphi et 4 mois de TD. Et que ces 4 mois de vacances, si tu sais bien jongler ton truc entre un stage, 2 mois de boulot et 1 mois de voyage,
2 mois d'amphi, ces 2 mois-là, il faut en profiter pour faire autre chose, aller aux amphis, de temps en temps récupérer les cours, etc. Mais en même temps, il n'y a pas une charge de boulot énorme. Et puis les TD, par contre, dès que les TD commencent et que les partiels approchent, là, je me mettais à fond au boulot. Et cette même bande de potes qui était là pour les vacances, pour les moments d'amphi, et ben cette même bande de potes là était capable de se concentrer, d'aller en BU ensemble et de bosser quoi. Et donc il y avait quand même voilà, on se mettait voilà, puis il y avait toujours cet objectif là de une fois qu'on aura passé ce partiel là, on pourra retourner dans ces 2 mois d'amphi ou 4 mois de vacances. Et donc du coup, moi j'ai vraiment adoré les 3 années. T'as continué la vie associative? Non, après je suis toujours proche du milieu associatif, mais je suis pas engagé dans le milieu associatif. Là récemment j'ai intégré le SAF, qui est pas une association, mais qui est quand même un collectif avec un syndicat, politique, donc quand même, voilà. Mais toujours proche, ouais, carrément. Et puis après, dans mes années étudiantes, j'ai le milieu associatif, je l'ai rejoint avec l'ISIAS. Et donc l'ISIAS, tu l'as rejoint en quel Je l'ai rejoint en master 1 quand je suis arrivé à Paris, ouais. Donc tu fais ta licence à Rennes? Ouais. Et la dernière et la des dernière stages, si je comprends bien. Ah ouais, alors donc en fait la deuxième année, je suis passé ric-rac parce que du coup, j'avais peut-être un peu trop concentré de temps sur les potes. Et la troisième année, je me suis concentré un peu plus. C'était pas encore grandiose, mais bon, au moins je me suis concentré un peu plus et j'ai fait un stage parce que je me suis dit bon, là, t'arrives en troisième année, gars, je sais toujours pas ce que tu veux faire. Je savais vraiment, enfin, j'avançais et à l'époque je voulais faire du droit public, toujours dans cette idée de passer des concours de l'attaché territorial. Et j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats qui avait la particularité d'avoir un avocat dans chaque domaine: droit public, droit administratif, droit pénal, droit privé, droit social. Et j'ai passé une journée avec chaque avocat. Et je me rappelle de l'avocat en droit public qui m'avait reçu et qui m'avait dit: mais alors toi, jamais en droit public, tu vas t'ennuyer de fou. Et par contre, l'avocate en droit pénal qui m'avait raconté pendant 3 heures son histoire d'assises qu'elle est arrivée avec un type qui avait tiré sur un lit conjugal en pensant tuer l'amant, et en fait avait tué sa femme. Et j'avais trouvé ça génial. Et voilà. Et donc du coup, licence, et à la fin de ma licence, enfin déjà la troisième année, ma copine était partie à Paris, et donc je voulais la rejoindre à Paris. Je pense que j'ai dû envoyer les demandes au dernier moment à la Sorbonne, du coup j'ai pas été pris à la Sorbonne. Et ce qui montre un peu le niveau de motivation aussi de l'époque. Et du coup, j'ai envoyé à Nanterre et j'ai été pris à Nanterre. Et juste petite parenthèse, ce stage, tu l'avais trouvé comment? Via l'association dans laquelle j'avais été en première année, le pote dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais, donc c'était son papa. Ouais, c'était son père, ouais, qui avait accepté de me prendre pendant une semaine. Je crois que ça le faisait pas énormément plaisir, mais il avait accepté, ouais. Et c'était bien passé. C'était un stage d'observation, quoi. Ouais, carrément, ouais. Plus un stage de rencontre, en fait. J'avais rien fait. J'avais juste rencontré les 5 avocats, je crois. C'est déjà pas mal. Et donc, tu arrives à Paris, à Nanterre. À Nanterre. Et à Nanterre, bon, déjà la vie parisienne, moi ça me plaisait, ça me tentait pas de base. Mais je me disais que je pouvais pas rester à Rennes parce qu'il fallait tous mes potes partaient en Erasmus, faire les trucs. Moi je voulais pas partir en Erasmus parce que je me doutais, je savais pour avoir été les voir que c'était quand même une année où partait à le bout de l'Europe, surtout pour rien faire. Il y a quand même pas beaucoup d'Erasmus qui sont vraiment réussis. Bon voilà. Et donc, en tout cas, j'avais cet a priori là, à tort ou à raison. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je parte à Paris pour avoir plus d'ouverture, quitte à revenir ensuite. Mais je sentais qu'à Rennes, je stagnais un peu dans mon truc. Et puis surtout, je voulais rejoindre ma copine. Hein, et donc mes parents ont accepté que je parte à Paris, ce qui était aussi sympa de leur part parce que le loyer était plus cher, parce que ça demandait. Bon. Mais je me dis vraiment avec cette idée que en restant à Rennes, j'allais passer le concours. Enfin, je voyais déjà ma vie en fait à Rennes, quoi. Je me suis dit à Paris, je vais rajouter un peu de surprise. J'arrive à Nanterre et le trajet RER A, l'arrivée à Nanterre Université dans la gare qui était en travaux là, l'arrivée dans l'amphi taguée de partout.
On était 80 dans l'amphi qui était immense et je me rappelle avoir eu un coup de cafard, de me dire mais qu'est-ce que je fais là? Ah, et puis surtout en plus quand je suis arrivé à Nanterre, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et donc je m'étais inscrit en master 1 droit judiciaire et au moment de l'inscription pédagogique, je vois qu'il y a 2 feuilles. Il y a une feuille droit commercial, banque, assurance et un truc droit pénal. Et en fait, je voulais pas faire banque assurance et donc du coup, je coche droit pénal. Mais je coche pas droit pénal en me disant c'est ça que j'ai envie de faire. Je coche droit pénal parce que j'ai pas envie de faire banque assurance. Donc, tu vois, c'est pour ça que je disais par hasard, mais en même temps, choix par tu vois, défaut. choix par défaut un peu. Puis en fait, j'arrive en cours de master 1 et trop bien quoi. T'as adoré? Ouais, j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré parce qu'il y avait que des gens passionnés, tous. Aujourd'hui, dans ce master 1, il y a des gens qui sont CPIP, avocats, directeurs, enfin qui sont au parquet, qui sont au siège. Non, franchement, et puis des gens qui en voulaient quoi. Et puis c'était à Rennes un peu le leitmotiv de la fac, c'était de dire que le droit pénal ça menait à rien, que ceux qui faisaient du droit pénal c'était les types qui avaient la voiture la plus moche sur le parking de la fac. Et ouais. Et et donc moi j'étais vraiment parti dans cet a priori là quoi de l'avocat pénaliste qui galère à fond. Et à Nanterre pour la première fois j'entendais des gens dire non mais en fait un tel et puis du coup j'apprenais aussi enfin en allant à Paris du coup j'ai appris le nom d'avocat dont j'avais jamais entendu parler. Et tu dis d'avocat dont j'avais jamais entendu parler. Est-ce que en creux, ça veut dire que tu te renseignais un petit peu sur le milieu ou est-ce que c'est juste que il se trouve que t'en avais pas entendu parler? En fait, comme j'avais ce truc de me dire que je venais d'un milieu rural, que j'avais pas connu d'avocat avant, enfin milieu rural, mes parents sont pas, c'est des gens cultivés et autres, hein, mais bon, en tout cas, j'avais pas ce monde-là, je le connaissais pas. Et donc du coup, je me disais qu'il y avait quand même des codes qu'il fallait connaître. Et dans le milieu des avocats, en tout cas chez les étudiants au début, il faut connaître des noms. C'est un peu du coup je me suis dit bon là avec il faut que j'apprenne le plus de noms possible qui voilà et parce que je me suis dit il faut que j'apprenne ça quoi. Et notamment j'ai appris voilà je me rappelle que je passais du temps à lire le nom des secrétaires de la conférence tu vois sur le site je lisais comme ça je me disais ah ouais un tel je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était intéressant. Non mais c'est une manière de s'enseigner sur qui est un peu dans le milieu. Ouais, puis je crois qu'il y avait un truc un peu d'identification aussi. Je cherchais un peu à quelqu'un qui me ressemblait dans ce milieu-là. Et donc c'est à ce moment-là que tu as intégré l'ISIAS. Voilà, parce que il y avait dans ce master 1 une pote qui avait passé le concours à Nantes, qui avait gagné, je crois, le national ou qui avait été en demi-finale. Et donc c'est un concours d'éloquence, l'ISIAS, et qui du coup faisait partie du bureau. Et il cherchait quelqu'un pour entrer dans le bureau. Mais sauf que normalement pour entrer dans le bureau il faut gagner le concours. Moi j'avais jamais passé le concours. Et Rebecca m'a dit non mais vas-y viens dans le bureau, tu vas voir on va s'éclater, on va faire un truc bon. Et donc de toute façon c'est ce qu'il faut, c'est pas on s'en fiche que t'aies gagné ou pas gagné. Ce qui est important c'est réserver le buffet, réserver la salle, rencontrer les avocats, demander à ce qu'ils soient là et puis gérer de temps en temps voilà des merdes qui arrivent quoi. Donc tu t'es mis au bureau, est-ce que t'as un jour passé le concours ou pas? Non, j'ai pas passé le concours et j'ai passé les concours ici mais sans succès. Donc c'était que bon. Donc ici à Marseille, pardon. Ouais. Et donc ce master 1 se termine. Tu fais un stage à la fin de l'année? Oui, ouais, je fais un stage et donc du coup en me disant il faut absolument que je fasse un stage et donc je vais au tribunal et en me disant il faut que j'ai envie d'apprendre chez des gens que j'ai vu plaider et donc t'allais voir des gens plaider? Ouais. Ça faisait partie des petites choses que tu faisais pour te cultiver. Je crois que c'était la première fois. Ok. Tu vois, j'avais jamais été alors que bon master 1 quand même. C'était la première fois que j'allais voir des gens plaider. Je me rappelle même pas de plaidoirie. Donc ça se trouve, je suis juste allé au tribunal et je suis tombé sur, je vais faire chou blanc, quoi. Mais, voilà. Et je rencontre un ou deux avocats qui me disent, ah, bah, attends, envoie un CV à Rachel Lindon, voilà. Peut-être qu'elle cherche, Attends, donc en fait, t'es en train de me dire que t'es allé au tribunal pour trouver un stage? Ouais. Ah ouais.
Ouais, parce que Non, mais je le souligne. T'es allé au tribunal avec ton CV. Ouais. Et donc là, quoi, c'est sur les bancs du tribunal, Exactement. c'est dans les couloirs. Ouais. Tu t'approches des avocats en robe. Ouais. Et tu leur dis bonjour, je m'appelle Valentin Lauré, je suis étudiant en restaurant. Ouais, je connais personne. Je connais personne, je cherche un stage. Ouais. Ok. Voilà. Et donc c'est là que tu rencontres une avocate qui te dit ah mais tiens. Je rencontre 2 avocats qui me disent on a une pote qui s'appelle Rachel Lindon qui doit chercher, ou en tout cas leur cabinet doit chercher un avocat, ou en tout cas ils vont te prendre. Ils sont sympas, t'inquiète pas, ils vont te prendre. Et du coup j'envoie un CV et effectivement elle me rappelle quasiment 2 heures après. Okay. J'étais tout tremblant, j'étais c'est fou. Et je suis rentré et je me rappelle vraiment du premier entretien où j'étais là dans mon costume trop grand, en train de me dire mais qu'est-ce que je fais là dans un cabinet avec des grandes moulures, des trucs. Donc Rachel Lindon, donc cabinet de droit pénal quand même. Ouais, c'est une ancienne secrétaire à la conférence. Elle devait avoir, je sais pas, devait avoir 4 ou 50 bars à l'époque, peut-être un peu plus. C'est une femme, voilà, c'est vraiment une rencontre de dingue. C'est une femme très forte et qui est brillante, qui en veut, qui a vraiment la rage. Bon. Et puis en fait, elle me prend parce qu'elle a besoin parce qu'il voilà, dans sa vie, il se passe des choses, donc elle a besoin d'avoir quelqu'un au cabinet en supplément. Et puis en plus parce qu'elle a des assises de prévues. Et donc, je suis chargé de voir les autres dossiers, mais surtout de préparer ces assises-là. C'est pas ses premières assises, mais c'est des assises importantes pour elle. Une sorte de viol sordide dans une cave à Nanterre. Et je vraiment, mais c'était 4 jours, mais génial. Je crois que j'ai perdu 3 kilos. Et je perdais pas une miette. Je pourrais en fermant les yeux, je pourrais me refaire le fil des 3 jours d'assises. C'était dingue. Et de me dire là que cette femme là elle avait défendait le type qui avait le pire profil. Elle passait elle allait plaider en dernier du coup parce qu'elle avait le pire profil. Et à la fois je me disais mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à faire ça, et en même temps j'ai trop envie de le faire. Trop envie de le faire. Et puis vraiment, j'avais vraiment la sympathie pour elle. Enfin, c'était vraiment top. Et puis du coup, elle m'invite aussi, à voir d'autres gens. Mine de rien, j'apprends aussi un peu la langue aussi. Enfin, il y a quand même une langue. C'est-à-dire que bon, on parle pas de la même façon à Paris avec des secrétaires de la conférence qu'à Rennes avec ses potes. Enfin, c'est pas la même chose. Donc bien sûr. On en revient aux fameux codes sociaux. Oui, ouais. Et j'ai vraiment à Rome comportant romain, tu vois, vraiment j'ai essayé de copier ça au maximum, quoi. J'étais un buvard et tout ce qui se passait je le prenais, quoi. Donc elle t'a à la fois intégré en termes de travail sur la petite main, comment on travaille sur les dossiers. Ça a été sympathique, et puis en plus elle t'a ouvert sur le milieu, quoi. Elle t'a fait rencontrer des gens, même si ça n'a pas forcément abouti, mais non, mais c'est pas le sujet, mais en tout cas ça m'a, elle t'a ouvert des portes, carrément. Même si on n'a aucune voilà. Bah si, elle m'a ouvert des portes parce que mine de rien c'était une ligne sur le CV quand même. C'était bon, puis derrière elle a je crois qu'elle a jamais dit non pour passer un coup de fil, et donc bon voilà, et puis elle m'a repris dans un autre stage plus tard. Donc là vraiment le pénal coup de cœur, et c'est plus trop une question, quoi. C'est plus une question. Non, c'est ça, ce sera ça, et puis ce sera avocat. Et ce sera avocat, ouais. Ah ouais, parce que le fait de se lever, puis bon, quand on évolue avec des avocats, forcément le parquetier ça devient vite le méchant. Le siège, ça devient vite le magistrat qui entend mais qui entend pas trop, et puis de toute façon qui prend une décision et en pleine. Enfin, donc en fait très rapidement je rentre dans le schéma de l'avocat. Ouais. Et puis donc du coup je continue en master 2 droit pénal à Nanterre, et je m'inscris aussi à l'IEJ, et je m'inscris aussi en diplôme universitaire organisation pénale internationale. Donc je fais 3 diplômes en une année. Donc là le glandeur de l'IUT il est très très loin, et puis ma copine a encore bougé, elle est partie à Montpellier cette année-là.
Et donc je me suis dit en fait, pour avoir le concours, il faut être une bête de concours. Il faut, avoir l'examen de. Donc je vais me mettre dans une situation de prépa où je vais bosser pendant 1 an comme un dingue. Et puis, mais j'en garde encore une fois aucun mauvais souvenir parce que c'est. Mon meilleur souvenir, c'est ma prépa Hippocagne. J'ai jamais autant travaillé et c'est mon meilleur souvenir d'étudiante. Donc, c'est fou, hein, parce que des fois, parce que en plus l'entourage, on peut en garder un souvenir, dire attends, t'étais fatigué à l'époque, on ne voyait plus, mais toi, il y a une telle source de joie et de croissance et de c'est des moments qui font énormément, même intellectuellement, tu vois, le fait de découvrir autant de choses, de se nourrir de choses qui nous passionnent et tout. Enfin, je trouve que c'est ça qui reste. J'ai aucun souvenir de toute la culture générale que j'ai apprise pendant cette année. Il paraît que ça donne de la culture générale, mais par contre, j'ai le souvenir de vraiment d'un plaisir intellectuel au quotidien, quoi. Ouais, carrément. Voilà. Et puis, je pense qu'à partir du moment où je sais pas pour toi, mais à partir du moment où t'es avec des amis, tu peux aller à la BU, mais si t'es avec des amis que ça se passe bien, je me rappelle être avec un type là qui est au parquet maintenant et on faisait BU à Nanterre. Il y a une salle de muscu et une piscine, c'est génial, c'est un campus trop bien. Et du coup on se disait on va bosser, puis après on va soulever de la fonte. Il reste pas grand chose aujourd'hui, mais de la fonte en tout cas c'est sûr. Mais non, franchement j'ai adoré ça. Et puis voilà. Et donc t'as eu le CRFPA du premier coup? Ouais. Bravo. Ouais. Oui, après bravo, je pense qu'il y a une question de chance. J'avais aussi fait, comme tout, j'avais refait une prépa aussi l'été. Voilà, en plaidant vis-à-vis de mes parents de dire qu'il fallait mieux me payer une prépa plutôt qu'une année. Ils ont été d'accord avec ça. Encore une fois, ils ont bien fait. Mais c'était un pari aussi parce que c'était pas, j'ai pas eu le CRFPA avec félicitations du jury, c'est passé ric-rac. Et puis c'est quand même une histoire de chance parce que il faut quand même être il y a la préparation, mais il y a quand même le fait du jour J de se lever avec la bonne ambiance ou pas, quoi. Et moi je me rappelle du droit des obligations, je me suis levé et j'ai senti que ça allait le faire, quel que soit le sujet ça allait le faire. Et puis à l'oral je suis tombé sur un sujet de droit pénal. La confiance en soi, ça joue beaucoup. Et du coup, à l'IEJ, t'es allé à quelle IEJ? Enfin, t'es allé à quelle école? Pour le CRFPA? Après, l'école d'avocat. Ah, l'école d'avocat, je suis allé à Marseille. À Marseille? Ouais. Donc, pour rejoindre ta copine dans le sud? Oui. Alors, parce qu'en fait, quand j'ai eu le concours, je me suis pas inscrit à l'école tout de suite. Parce qu'en fait, ma copine, justement, déjà tout l'été, je me suis motivé en me disant si j'ai le concours, je vais peut-être prendre une année sabbatique. Parce que là, je viens de beaucoup bosser. Ouais, et puis c'était un peu de ma carotte. Et puis en plus, tout le monde m'avait dit, une fois que tu rentres avocat, tu n'auras plus jamais la possibilité de prendre des vacances longues, on s'entend. C'est faux, puisque Sandra Azrian nous a montré le contraire. Elle qui a fait une pause d'1 an dans sa carrière. Mais c'est pas grave. Non mais le fait est que c'est quelque chose qu'on dit. Parce que moi j'ai des concerts qui arrivent à se prendre 5 semaines. Et c'est faux parce que j'ai un pote à Marseille là qui s'est pris 6 mois. Donc c'est faux, en réalité on peut quand on veut réellement, on peut. Bon, ceci étant dit. En tout cas, c'était ton a priori et donc tu t'es dit il faut que je le fasse. Oui, puis ceci étant dit, il y a quand même un truc, c'est que l'avocat c'est quand même une grosse dose d'adrénaline et que moi je suis pas sûr que je pourrais arrêter tout de suite. Enfin, c'est tellement une drogue que je suis pas sûr que je pourrais arrêter demain. Je suis même pas sûr que je prendrais du plaisir d'ailleurs, ça serait une souffrance horrible. Et donc je prends une année sabbatique et en fait pendant le master 2, on avait fait un voyage d'études à Marseille, on avait visité les Baumettes, on avait rencontré Laurent Mucchielli, on avait rencontré Sacha Raoult, le fils de Didier. C'est vrai que maintenant c'est des noms qui prennent une toute autre autre relief post-coronavirus. Sacha Raoult, c'est aussi un criminologue qui a fait un travail remarquable sur les comparutions immédiates. Il a observé tout le travail des comparutions immédiates et ça reste encore aujourd'hui une base de discussion. Cet après-midi, je plaide en comparution immédiate. Ça reste une base de discussion en fait.
Il a dénoncé des choses qui restent encore hyper importantes. Ouais. Et puis Brice Grazzini, qui est un avocat au barreau de Marseille, et il avait fait un récit du barreau de Marseille, de la vie d'avocat pénaliste à Marseille, que j'avais trouvé génial. Et donc voilà. Et donc après le CRFPA, je m'inscris pas à l'école. Là encore une fois, c'était pas il a fallu plaider longuement et longtemps vis-à-vis de ma famille parce que ça faisait déjà quand même plusieurs années que j'avais commencé, j'avais fait l'IUT dans lequel je m'étais perdu. Les années avaient été un peu compliquées parce que j'étais passé ric-rac, parce que j'avais quand même toujours ce truc de la tentation entre réviser et en même temps aller voir mes potes. C'était quand même toujours un peu tu vois, toujours dans cette tension entre oui, il faudrait que je fasse un stage, mais en même temps, je pourrais partir en voyage. Enfin, tu vois, voilà. Et donc moi, et le frère de ma copine part. En plus, l'année de mon master 2 en voyage, il fait le tour du monde. Et son récit de voyage m'inspire énormément. Donc du coup, je me dis que, pareil, encore une fois, je peux pas être professionnel, être adulte, si je me suis pas confronté au fait d'être seul à l'autre bout du monde. Voilà, sans filet. Le voyage initiatique. Ouais, exactement. Et alors où es-tu parti? Alors, je suis parti en Asie. Avant ça, j'ai fait un stage. L'année, j'ai fait un stage chez Rachel. Je suis retourné chez Rachel Ardon. J'ai bossé au restaurant Le Pôle Up. D'ailleurs, je vous conseille d'aller manger là-bas, à Paris. Le comment? Le Pôle Up. Pôle Up. Excellent. Ok. Et dans le quartier du Sentier. Et puis après, j'ai travaillé. Et après, je suis parti voyager en Asie. J'ai fait le voyage. Je pensais que j'allais faire le voyage que personne n'avait fait. Et je me suis retrouvé sur la route des backpackers avec tous les Australiens. À faire le même voyage que tout le monde. Le même voyage. Dans les mêmes auberges de Genève. Auberges. À manger les mêmes burgers, à écouter les Red Hot Chili Peppers. C'est vraiment, mais c'est Ça fait partie du voyage initiatique. On va se dire ça. C'est l'anti-aventure, mais et en même temps, bon, voilà, il y a toujours des histoires qui font qu'à un moment donné, on quitte un peu le trajet des backpackers et puis on se retrouve quand même dans des belles merdes qui font qu'on apprend quand même un peu plus sur soi et sur. Je me suis fait notamment arnaquer et je raconte souvent cette histoire à mes clients en disant vraiment vous avez en face de vous quelqu'un qui est censé comprendre ce que c'est qu'une arnaque et comment ça fonctionne et en même temps tomber dans le panneau tout de suite quoi. Et avant de partir en voyage, comme j'avais très peur de ne pas réussir, de pas rentrer de voyage parce que parce que je me disais que ça allait être très compliqué. Et notamment parce que mon beau-frère m'avait dit il faut vraiment trouver un plan de retour parce qu'il y a des gens qui se perdent en voyage aussi quand tu pars comme ça sur la route parce que la vie est tellement pas chère et tellement simple et donc et puis on peut faire du woofing etc donc du coup je me suis dit non ça c'est pas moi ça donc il faut que je trouve un stage de retour et j'ai envoyé une lettre de motivation à Brice Grazzini qui m'a pris en stage au mois de septembre à Marseille donc. À Marseille. Ok. Voilà. Donc, parce que moi, je suis pas une grande pénaliste. Ouais. Donc, cet avocat Grazzini, c'est ça? Oui. Alors après, il est très connu. Enfin, il est très connu. Il fait partie des avocats de la commission pénale. Il travaille avec Philippe Boulan, qui est un avocat qui a 40 ans de barre et qui fait partie des pénalistes des noms à Marseille très connus. Qui ont un peu Philippe Boulan il a marqué un peu vraiment une génération de pénalistes en montant l'Institut de défense pénale avec Alain Mola et ils organisent tous les 3-4 mois une conférence. D'ailleurs ça serait intéressant que tu y ailles, je sais pas, je leur dirai peut-être. On en parlera. et en fait donc c'est tous les samedis ils parlent entre eux etc. Donc bon ça fait partie des noms à Marseille, qui sont. T'as envoyé des CV à plusieurs noms à Marseille Non, ou j'ai envoyé qu'à lui. Tu voulais ouais. lui. Ouais, je voulais lui, puis surtout il m'a répondu rapidement. Donc, il m'a répondu rapidement, mais pour ceux qui le connaissent, seront pas totalement surpris. En fait, il m'a répondu rapidement aussi parce que en fait, il prenait à l'époque pas mal de stagiaires parce qu'en fait, il savait qu'il allait embaucher. Enfin, c'était un peu, c'était dans ce truc-là, quoi. Et en fait, on était 2-3 stagiaires. Et en fait, je suis arrivé et j'ai vu le planning de leur cabinet. J'ai halluciné. Ils avaient des correctionnels tous les jours, des juges d'application des peines tous les jours, des assises tous les 3 semaines, un mois. Il y avait des dossiers partout, des trucs à faire dans tous les deux. Enfin,
vraiment top. Et puis deux profils très différents. Philippe Voulant, c'est vraiment l'avocat à l'ancienne, qui plaide super bien, qui a qui a une lecture du dossier vraiment où il va juste pointer là où il faut. Et puis Brice Grazzini qui est plus celui qui est plus dans la procédure, dans l'analyse. Et voilà, vraiment il m'a appris à raconter une histoire. Tu vois, vraiment dire en fait chaque fois faut raconter une histoire, faut raconter un truc. Et puis après à chaque fois ce truc j'ai un peu découvert aussi de l'avocat qui reçoit le dossier, qui se dit on est mort et qui se convainc au fur et à mesure que son client est innocent, qui plaide d'innocence et qui à la sortie dit j'ai obtenu la relaxe mais franchement c'était pas gagné. Et je trouve ça génial. Chaque fois il faisait le coup, à chaque fois. Mais moi j'étais là, mais ça passera pas. Et puis bon, il a le top, il n'obtient pas des relax tout le temps non plus, faut pas déconner. Mais il y a 2-3 fois où je me suis dit c'est dingue. Ah bref, voilà, c'était top. La force de l'autoconviction. Ouais, carrément. Et puis lui il est avocat de temps en temps, en tout cas dans ces années-là, il était l'avocat de l'AVAD, l'association d'aide aux victimes, qui était administrateur ad hoc. Donc administrateur ad hoc, c'est des gens qui sont désignés pour être représentants légaux de mineurs dont les parents sont défaillants. Donc généralement, c'est des infractions des parents contre les enfants. Et donc je rencontre l'AVAD et je rencontre une des filles de l'AVAD, enfin une des femmes qui travaille là-bas. Et très rapidement, je sais que j'ai envie de faire mon stage PPI là-bas, et donc du coup je m'inscris à l'école en disant à la VAD je veux faire mon stage PPI là-bas, et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Trop cool. Donc en fait, année sabbatique entre stage et voyage, tu t'assures un retour dans le droit chemin en faisant ce stage, en déposant des candidatures, et il se trouve que t'es pris en plus dans un cabinet renommé. Tu es resté combien de temps dans ce cabinet? 6 mois. 6 mois. Ça a constitué ton stage final ou même non, pas? Non. C'était 6 mois. Non, parce que on était 2 stagiaires et ils ont pris le premier. Non, mais t'aurais pu, je sais pas, ton montage, t'inscrire. Non, parce que c'était, tu vois, entre septembre et janvier, l'inscription à Marseille, c'est en septembre. Ok. Et donc tu intègres l'école des avocats de Marseille. Ouais. Et c'est là que et donc tu fais ton stage final dans cette association. Tu fais jouer le réseau. Le réseau de. Ou les connaissances après, puis après. Oui, non, mais moi par réseau, j'inclus je veux dire, au début, on commence avec le réseau qu'on a, et puis ensuite un réseau, ça se constitue. Je veux dire, c'est évolutif, c'est pas juste le réseau. Voilà. Ouais. Et ce stage PPI. Trop bien, vraiment. Alors, le stage PPI, ça consistait en 2 choses. Administration ad hoc. Donc il y avait vraiment du travail un peu de dossier, de préparation avec l'avocat, préparation avec les mineurs, avec la famille, réception, travail d'explication aussi de ce que c'est qu'une procédure pénale, à quoi ça sert. Papa il va être prévenu de ça, maman elle va être prévenue de ça. Qu'est-ce que c'est être prévenu? Comment ça va se passer, vraiment l'explication, et réussir à expliquer en des mots simples à des enfants ce qui va se passer, réussir à expliquer aussi à des enfants l'inexplicable de pourquoi l'affaire est renvoyée depuis 3 ans, parce qu'en fait il y a eu les grèves des avocats, parce que le dossier était pas prêt, parce que le dossier était perdu, parce que machin, et en fait de dire en fait la vie c'est ça aussi. C'est un peu frustrant mais c'est comme ça. Il y a eu des assises aussi pendant ce temps-là. Des assises qui m'ont pareil bouleversé, et puis un autre truc, c'était accueil juriste. Donc en fait je suis accueillant de personnes qui sont victimes. On leur donne, quand tu déposes plainte, à la fin on te dit vous pouvez avoir une association de victimes, et il y a 2-3 personnes qui appellent, et puis et donc là, pareil, leur apprendre les bases de ce que c'est qu'une audience pénale. Leur expliquer ce qui se passe, quoi. Ouais, l'aide juridictionnelle. Et puis expliquer, mais en fait, c'est quand même un travail d'accueillant, donc c'est un travail d'écoute, surtout. Ce qui est
60% du travail de l'avocat, finalement. Exactement. Exactement. Alors 60%, je sais pas, parce que nous, on écoute pour synthétiser. Oui, mais du coup, il faut écouter. Bien sûr. Mais là, il y a un travail d'écoute qui est pas un travail d'écoute dans un but particulier, qui est un travail d'écoute dans le seul but d'écouter. Dans le seul but que la personne, elle est enfin quelqu'un, et pas le policier qui a pris sa plainte un peu n'importe comment. Non, qui est enfin quelqu'un qui a compris, qui prenne le temps. On a vraiment du temps, beaucoup de temps. Bon, parfois, du coup, ça prend beaucoup de temps, des fois, aussi, c'est très long. Mais c'est vraiment fondamental. Vraiment, c'est un travail que je peux pas faire en tant qu'avocat, pas tout le temps. Avec certaines victimes, des fois, j'y arrive, mais j'ai pas le temps comme les accueillants juristes. Vraiment, ils font un travail vraiment top. Ouais. Et du coup, si tu l'as pas comme avocat, ce qui se comprend, parce que du coup, le travail de l'écoute pour l'écoute, c'est plus ton métier. Est-ce que j'en profite pour faire une ouverture sur maintenant ta pratique actuelle, mais est-ce que tu te débrouilles pour faire en sorte que tes clients aient accès à ça, en les renvoyant vers des associations, vers des professionnels psy ou autres? Oui, parce qu'il y a des psychologues qui travaillent là-bas. Et je leur envoie souvent, en tout cas je leur en parle. Après c'est à eux de prendre la décision d'y aller ou pas. Sûr. Mais je leur en parle tout le temps. Toutes les victimes, je leur en parle. Ouais. Et d'accord. Et ce PPI et ensuite stage final. Stage final. Et donc j'étais déjà, donc là j'étais avec une pote qui était avec moi, Justine Boyadjian, qui était avec moi au PPI et qui coup de bol, on est pris en stage chez Christophe Bass et François Mazon que tu as déjà interviewé. Voilà, et avec qui je viens de prendre un café et qui m'a donc demandé qui est-ce que j'interviewais. Je lui ai dit Valentin Lauré, il m'a dit « Ah, mais je l'ai eu comme en stagiaire ». Et là, je me suis dit « Non, mais quand même, c'est c'est presque frustrant. C'est presque frustrant parce que Marseille, c'est quand même pas un micro-village. Et je me retrouve à interviewer l'ancien stagiaire de quelqu'un que j'ai déjà interviewé. Je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast. Quand même, sache-le, mais c'est vrai que tu viens par des biais qui sont tellement... Surtout que c'est venu par des biais qui sont complètement différents. Voilà, exactement. Ah ouais, c'est antinomique. Vraiment, entre Clémence et François, il y a vraiment le jour et la nuit. Mais ça se trouve, ils s'entendraient bien. Mais là, comme ça, je les mettrais pas... bref, pas dans la même case. Et donc j'ai regardé François Mazon, c'est l'épisode numéro 45. Okay. Et j'invite tous les auditeurs à écouter son interview. Ouais, il a un parcours qui est vraiment vraiment atypique. Ouais. Et donc tu intègres le cabinet. Ouais, alors bon, François Mazon sera pas, s'il entend le podcast, il sera pas du tout vexé de ça. J'y allais quand même surtout pour Christophe Bass, mais d'ailleurs lui aussi. Hein, c'est. Oui, non, mais c'est. Mais bon, j'avais quand même j'étais curieux quand même de rencontrer François Mazon et puis de voir un peu. T'en avais entendu parler? Oui. Puis après, bon, je suis comme tous les gens de ma génération, quand je postule quelque part, je regarde le site internet, je regarde qu'est-ce qu'il y a. J'avais vu des vidéos de François Mazon et donc du coup je savais exactement qui j'avais en face de moi quand j'ai passé l'entretien. Enfin, je savais déjà un peu quoi répondre à ces questions. Et puis du coup Christophe Bass dont j'avais entendu parler parce que c'était le collaborateur d'Alain Moella qui était à l'ITP. Enfin tu vois, après il y a un milieu aussi de pénalistes. C'est logique. Voilà, qui est assez petit et donc dans lequel on verra ce qui va se passer. Ouais. Voilà. Et donc alors chez Christophe Bass et François Mazon avec du coup Justine et donc 6 mois où j'ai tenté d'apprendre la rigueur. J'ai tenté d'apprendre la rigueur, c'est beau. Non mais parce que Christophe Bass pour moi c'est un peu le type qui est vraiment à la virgule près quoi. C'est courrier, c'est à la virgule près, c'est donc il peut pas s'empêcher de toujours être à corriger, à se dire que ça pourrait être mieux. Voilà, c'est toujours la recherche de la perfection. Bon, moi dans mon exercice, j'ai essayé de reprendre ça. Ça fait pas partie de mes qualités premières. J'ai tendance plutôt à dégrossir et à montrer en gros quelque chose, et ça me demande un effort de rentrer dans la précision des choses. Et donc c'était ce que je voulais en allant dans ce stage-là. C'était d'ailleurs ce que je lui avais dit et ce que je lui ai dit à la fin de mon stage. C'est que j'ai pu toucher du doigt le truc de se dire il faut vraiment aller jusqu'au bout, il faut vraiment revérifier
35 fois un courrier quand on l'envoie. Il faut voilà, on sait, en fait, on doute de tout. Tous les textes, enfin on doute de tout. Les textes, il faut les revoir. Il y a des réformes. Il y a un travail de formation. Il faut pas, voilà. Quand il y a une réforme qui passe, on doit la connaître. Et tout de suite. Faut pas attendre d'être en face du juge et de se dire zut. Voilà. Et bon. Mais bon, ça fait pas partie de mes qualités premières. C'est bien de savoir qu'est-ce qui n'est pas sa qualité première et qu'est-ce qui est plus sa qualité première. Est-ce que dans tes précédents stages, parce que du coup tu as quand même travaillé avec d'autres avocats, ça a l'air de s'être bien passé puisque à chaque fois du coup tu as été recommandé. Enfin, j'ai l'impression que. Ouais, alors ça s'est bien passé. Pour autant, je suis pas un bon stagiaire. J'étais pas un bon stagiaire. Bah, vraiment, je le dis. Tu le vois, tu t'en rends compte maintenant ou tu t'en rendais compte? Non, je m'en rendais compte à l'époque. C'était Pourquoi dur. t'étais pas un bon stagiaire? Parce que je suis pas quelqu'un de rassurant. Enfin, quelqu'un de rassurant, c'est-à-dire pour mes clients, je suis quelqu'un de rassurant, mais dans le sens où quand je travaille pour quelqu'un, quand un collaborateur ou un stagiaire, il se doit d'être toujours d'avoir un temps d'avance en fait sur les demandes de son patron et autres. Et moi j'avais du mal à avoir ce temps d'avance là. Les choses étaient faites, mais trop au dernier moment pour que ça puisse être vraiment rassurant, enfin d'aller jusqu'au bout des choses. Là-dessus je me suis amélioré. Enfin surtout ce que j'ai vraiment senti, c'est qu'en travaillant pour quelqu'un, ce défaut-là c'était un truc qui revenait très souvent. Exacerbé? Ouais. Alors que vraiment. Et tu l'as pas avec tes clients? Parce que moi, je trouve que ce temps d'avance qu'il faut avoir avec son N+1, c'est un peu le même qu'il faut avoir avec son client. De la même manière qu'il faut pas attendre que son client nous. Alors là, indépendamment de toute profession, c'est-à-dire que moi maintenant mes clients, c'est plus, enfin je veux dire voilà, mais j'ai quand même en tête que plutôt que un de mes clients me demande quelque chose sur une formation ou un truc ou un machin, il vaut mieux que moi je sache qu'il faut que je prenne les devants. Enfin, ce que je veux dire. Et c'est un petit peu pareil avec quand on est avocat. Rien de pire que quand un client t'écrit pour te dire on en est où du dossier. Ça veut dire qu'il y a un défaut dans le suivi. De toute façon, ça moi c'est ce que j'ai appris dans mes stages, c'est que il faut jamais arriver à ce niveau-là. Enfin, il faut vraiment tenter d'arriver à ce jamais. Bon, il y a des clients qui sont très en demande, mais il faut toujours les rassurer, notamment parce que les clients, surtout au pénal, ils ont pas la question de savoir si ça va être des honoraires qui vont rentrer ou qui vont pas rentrer. Ils ont la question de savoir si leur vie va changer ou pas. Et c'est un minimum de respect d'avoir un temps d'avance là-dessus. Mais en fait, quand je bossais pour quelqu'un, j'ai conscience de ça, que je me disais toujours ça va le faire. Alors que le client, je peux pas le perdre. Donc j'ai un temps d'avance parce qu'en fait j'ai pas de cartouche. Si le client il est pas content, il part ailleurs. T'as besoin d'être en front line pour vraiment te mobiliser. Ouais, exactement. C'est bien de le savoir aussi. Ouais. Et ça, tu l'as compris tôt? Ben, je l'ai compris tôt. Oui, je l'ai compris au moment de mon installation. Enfin, j'étais pas vraiment. Je me disais, mais comment je vais jamais réussir à être, parce que en plus il y a tellement de schémas il faut être collaborateur pendant 4-5 ans. Et je me disais, mais je vais jamais réussir à être collaborateur pendant 4-5 ans. Je suis incapable. J'arrive pas à gommer ce truc-là. Et je rentrais vite dans un schéma. C'est un truc sur lequel j'essayais de lutter, donc ça me demandait des efforts. Je pense pas avoir été tout le temps comme ça, mais c'était un truc qui revenait. La culpabilité, en tout cas, que j'avais, c'était de me dire, tu fais ton 9h, 18h là. T'es pas en train de te battre. Et ça, non, depuis que je suis installé, je me suis libéré de ça. Ouais, tu vois. Ouais, je vois, c'est intéressant de voir dans quel milieu est-ce qu'il y a certains traits de personnalité qui sont plus ou moins exacerbés, des structures qui correspondent, d'autres qui correspondent pas. Mais moi, je pense que je suis un peu comme toi. Mais je me demande si maintenant que j'ai été à mon compte, je me demande si maintenant, au sein d'une organisation, au sein d'une structure, j'aurais pas plus de maturité par rapport à ça. Ouais. Parce que du coup, je l'ai appris en frontline. Enfin, je l'apprends en frontline puisque je l'apprends encore aujourd'hui. Et du coup, maintenant, je pense que je comprends que, tu vois, quand t'es dans une organisation, ton patron, c'est ton premier client.
si ça se trouve c'est ton unique client si t'es salarié. Si t'es avocat collaborateur, ben c'est ton principal client. Et du coup, je pense que je comprends maintenant mieux cette position de service. Et donc, en fait, quelle que soit la posture, quoi. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois tout à fait ce que tu veux dire et je pense que j'étais pareil, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui notamment, tu vois, qui sont salariés et qui ont une certaine souffrance du manque de reconnaissance ou quoi, parce qu'ils n'ont pas de mobilité, notamment sur leurs horaires. Et qui du coup se calque sur un truc d'arriver au boulot à telle heure parce qu'il faut pointer à telle heure et de partir à telle heure parce qu'il faut partir à telle heure et qu'à la limite il faut rester longtemps pour donner l'impression que tu travailles beaucoup, qu'en réalité si le travail est fait tu peux partir. Oui, mais là, alors c'est encore un autre truc, mais c'est encore un autre truc de motivation qui rentre dans le effectivement à quel point est-ce que on a besoin de liberté dans l'agenda et tout, mais je pense aussi que tu vois dans la posture d'une certaine manière, le fait de rentrer dans une logique un peu de présentéisme et de, tu vois, de faire ses heures et de, voilà, et ben, c'est la mauvaise manière de montrer qu'on est là et qu'on fait le taf. Alors que si tu switches en mode service, en mode comment est-ce que je peux montrer à l'autre que je suis à son service, que je réponds à son besoin, et ben je me demande, je pense que c'est une histoire de posture beaucoup, tu vois. Après, bien évidemment, si à force t'as jamais de reconnaissance et de gratitude, après, c'est et que de posture tu vois, par rapport à la personne qui t'embauche aussi. Enfin, bien sûr, voilà. C'est aussi le management aussi qui fait ça. Exactement. C'est pas du tout l'idée. Enfin là, je fais pas de rien à voir par rapport à mes expériences personnelles, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même ce truc-là. Non, mais dans la réflexion, c'est vrai que c'est intéressant. Mais ouais, ok, donc toi tu t'es rendu compte de ça, enfin tu t'en avais un peu conscience, t'es allé chercher plus de rigueur dans ce cabinet parce que tu sentais que t'avais besoin de gagner en rigueur comme avocat, même dans ta technique, dans ta manière de travailler et tout. C'est quand même et puis une belle maison, une belle et puis maison, un avocat. c'est quand même toujours bien d'avoir ça sur son CV, mais en fait ne serait-ce que d'avoir ça aussi dans ses relations, voilà, c'est toujours très bien. Et puis voilà, donc on était deux stagiaires et donc à la fin, vraiment d'un commun accord, on tombe tous les trois d'accord avec Christophe Bass et François Mazon que vraiment je me rappelle un entretien avec Christophe qui m'avait dit il faut que tu trouves les moyens de t'installer rapidement parce que tu ne vas pas réussir voilà, après. C'est dur. Ouais, t'imagines? Tu l'avais vécu comment? J'étais flatté parce que je me disais il voit quand même que ça veut dire qu'il voit ça en moi. Ça veut dire qu'il voit ça en moi et en même temps je me disais mais le gars se rend pas compte à quel point je suis incapable d'avoir des clients, d'avoir il est gentil quand il me dit ça, mais comment je fais moi? Comment bon. Donc voilà, bon bah pas voilà. Et puis donc pas de stage, enfin pas de je sors CFPA, enfin je sors de l'examen. T'étais inquiet pour toi-même? Ouais, j'étais très inquiet. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, bon, il faut que je trouve une collaboration, quand même, parce que c'est comme ça qu'on fait? Ou est-ce que tu te dis, là, on a attiré mon attention là-dessus, peut-être qu'il faut que j'aille faire ça? Mais en même temps, je voyais pas à Marseille dans quel cabinet j'allais rentrer, dans quel cabinet ils allaient me donner la possibilité de développer ma clientèle, parce que c'est ça qui est important. Et donc, du coup, je me dis, il faut que je trouve une collaboration atypique. Un truc, soit des volantes, soit... Des volantes, c'est quand on te sous-traite des dossiers ponctuellement. Ouais. Ok. Ouais. Et ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup quand tu t'installes en fait. Tu bosses souvent pour des consoeurs qui partent en congé maternité ou des congés maladie, de quel qu'ils soient, ou une augmentation ponctuelle de travail. Voilà. Et donc des dossiers à bosser, des synthèses à faire. Donc bon, je me dis ça, mais bon, j'avais pas d'argent sur mon compte, hein, donc bon. Puis après, c'est pas avec les années de stage et autres. Puis bon, mes parents depuis le début, ils sponsorisent, mais bon, ils commencent à trouver le temps long, quoi. Puis en plus, bon, pourquoi je suis parti à Marseille, machin. Donc voilà, et je passe l'entretien, je dois le signaler quand même, plusieurs entretiens, ça m'est arrivé 2 fois, mais 2 fois de trop, où le confrère me dit pas de souci, on te prend, on te rappelle, et ils m'ont jamais rappelé. Bon, ça existe aussi, donc il faut voilà, Et c'était écrit? C'était pas écrit, mais c'était une poignée de main. Ouais.
Et bon. J'ai une cliente, Okay. je dis ça, elle était tellement vénère parce qu'il lui arrivait un truc un peu comme ça. Et alors, elle avait une trace écrite. Et puis ensuite, plus de nouvelles sur sa date de début. Mais genre, pas de nouvelles, pas de réponse aux textos, pas de réponse aux emails et tout. Et elle était trop vénère. Et elle a dit, non mais franchement, je m'en fous, j'irai le chercher au Conseil de l'Ordre pour une semaine ou un mois, je sais plus, de rétrocession d'honoraires. Parce que en fait, on a signé. Moi, je considère qu'on commence la collaboration et après, il me vire. Enfin, tu peux dire. Et du coup, il y a genre je sais pas quoi, c'est le minimum du préavis si j'avais commencé et que du coup, finalement, ça s'est déterminé tout de suite et que voilà. Et il se trouve que finalement, ça s'est pas fait. Mais elle était tellement énervée ne serait-ce que d'un point de vue relationnel, de cette légèreté dans l'embauche et le non suivi. Ouais, puis, je sais pas, les confrères qui ont fait ça, ils se rendent pas compte. Moi, j'étais, j'étais tellement perdu, Il faut pas non plus, j'étais pas en PLS, ça va. Mais bon, j'ai pas d'argent de secours, quoi. Vraiment, j'ai vraiment pensé, encore plus mon expérience en tant que serveur au Pôle-Up j'avais adoré. Je m'étais vraiment dit, bon, à ce moment-là, si je trouve pas de boulot, je retournerai faire du service. Enfin. Et ça a duré combien de temps cette recherche de collab? Ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais ça a été tellement éprouvant que j'ai eu l'impression que ça a duré 3 ans. Ça a duré 1 mois et demi, je pense. 1 mois et demi. Ouais. mais tu vois. Non, mais je rigole maintenant, mais je sais à quel point c'est dur. Et oui. Ouais. Parce que tu sors de ton truc et puis bon, j'ai vu des expériences de stage qui s'étaient bien passées. Enfin, en tout cas, des gens qui étaient prêts à me recommander. T'avais un superbe CV quand même par rapport à ta spécialité. Bah oui, j'avais fait master. Bon. Ouais. Après, les spécialités, le problème en province, c'est que en réalité, c'est difficile d'être uniquement pénaliste. Et là, moi, aujourd'hui, dans mon exercice, je peux pas me réclamer comme pénaliste à 100%. J'ai entendu une interview, je sais plus, de confrère de Poitiers, je sais plus comment il s'appelle, qui disait que Aurélien Bourdier. Voilà, qui disait qu'en réalité, quand on est avocat en province, on est avocat de personne et que les gens viennent via le pénal et qu'après, bon, il faut quand même savoir gérer le JAF, le droit social, il faut savoir gérer ça. Après, c'est des histoires de choix parce que tu vois, regarde Karine Deluca. Enfin, moi, je suis pas en interview pour challenger les gens sur leur business model et sur comment ils travaillent. Tu vois, c'est pas mon boulot. Mais Karine Deluca, qui exerce dans le Jura, elle fait exclusivement du droit de la famille. Okay. Je pense qu'elle fait très peu de pénal, très peu de voilà. Droit de la famille, je pense que c'est plus simple. En droit pénal, c'est compliqué. Enfin, je sais pas. J'ai interviewé une autre consoeur à Poitiers dont je diffuserai l'interview bientôt, qui elle fait que du droit pénal. Et si elle touche à du droit de la famille, c'est que parce que c'est des conséquences d'un dossier pénal. Ah oui, non, mais je te dis, les gens viennent au pénal et après les conséquences du truc, tu vois. Bon, mais par exemple, Aurélien Bourdier, il fait aussi des accidents de la route ou du droit routier, tu vois. Lui, il a aussi une activité qui est annexe au droit pénal. Ouais. Mais ce qui est pas le cas, par exemple, de cette avocate qui se considère comme pénaliste. Elle fait ponctuellement encore une fois, du droit de la famille si c'est une conséquence de la mesure pénale. Mais c'est pas comme si elle développait sur plusieurs, tu vois, il y a jamais une personne qui vient la voir pour un divorce, quoi, ça n'existe pas. Ça clairement non plus, hein. Et puis d'ailleurs en plus l'organisation qu'on a au cabinet, on est tous indépendants, mais quelqu'un qui vient pour moi pour la famille que je connais ni David ni Adam, c'est une autre consoeur qui s'en occupe. En droit immobilier c'est pareil, en droit de la consommation c'est pareil, et on fonctionne comme ça. Donc voilà, puis surtout je veux pas chaque spécialité a tellement s'improvise pas travailliste, quoi, et non plus au JAF. Donc non, c'est chaque fois des conséquences, mais n'empêche que bon, uniquement du pénal, en tout cas en début d'exercice, c'est quand même compliqué de faire que ça, quoi. Donc on en revient à la difficulté de ta recherche de collaboration. Ouais. Et donc là, tu le vis très difficilement. T'as ces 2 poignées de main qui en fait ne débouchent sur rien. Exactement. Donc à chaque fois, tu te remets à chercher. Ouais, voilà. Après, j'ai appris quand même que ces confrères-là étaient connus pour faire ça. Donc en fait, c'était pas lié à moi aussi. Et puis là, une offre de collaboration complètement atypique d'un cabinet parisien qui veut monter un cabinet à Nice. C'est un cabinet de droit pénal des affaires et ils veulent monter un cabinet secondaire en faisant le pari de dire on va embaucher quelqu'un en sortie d'exercice, enfin sortie de CRFPA, on va le former et on va monter un business là-bas.
et je passe les entretiens et j'ai un bon feeling avec l'équipe. Et donc je me retrouve alors que Tu déménages à Nice. et alors voilà, alors que ma copine est ici et voilà, que mes amis sont ici, que c'est déjà à 1200 km de la Bretagne, que c'est déjà voilà, je me dis En plus, Nice, quoi. ouais, c'est loin, c'est super loin. C'est encore même Nice-Marseille, enfin, je l'ai appris plus tard, mais Nice-Marseille c'est compliqué à faire. C'est 2h30 de route quand tout se passe très très bien, c'est-à-dire à 3h du matin tu fais 2h30. Sinon tu mets 5 heures. Et donc bah challenge, c'est parti. Je vais là-bas. Je rentre dans un cabinet. C'était un vrai choix ou t'avais juste peur de pas trouver et tu t'es dit non là j'ai une opportunité, j'avais peur de pas trouver, ça c'est clair. Mais en même temps je trouvais le challenge, je le trouvais complètement dingue. Ouais. Et puis en plus j'avais encore mes potes à Paris, donc je me suis dit ouais je vais faire une semaine à Paris, et puis après je vais faire 2 jours. Le but et donc j'ai dit à ce cabinet-là, ok pour Nice, mais je veux que vous me laissiez la possibilité de télétravailler 2 jours à Marseille parce que c'est là où j'habite et c'est là où j'ai ma copine et autres. Bon, il se trouve que ce choix-là ou pas, je me suis retrouvé voilà à partir à Nice. Et en fait le défi était mais 10 fois trop élevé pour nous tous. C'était tellement gonflé que ça a fait pchit très rapidement. Enfin c'était une Comment super bonne idée. Comment ça a fait pchit très rapidement? Parce que déjà j'avais ce problème que j'avais pas réglé de pas être en frontline et d'être toujours un collaborateur. voilà, donc d'être un mauvais collaborateur de l'époque. Et je te rejoins sur le fait que peut-être que demain si je rejoignais un cabinet en tant que collaborateur, parce que je travaillerais différemment, mais à l'époque en tout cas voilà. Deuxième chose, eux avaient je pense un peu sous-évalué la difficulté d'avoir un collaborateur loin et un peu sous-évalué le truc de se dire ils avaient pris quelqu'un dont ils savaient que j'étais indépendant mais j'étais pas autonome et j'avais pas tu vois ça prend la comptabilité le truc, enfin tu dois gérer ton truc, tes inscriptions, tes machins, voilà. C'est-à-dire que à la fois t'as ta montée en compétences techniques à faire parce que tu n'es qu'un jeune collaborateur et en plus on te demande de technique en plus hein. Ouais voilà. Un truc que j'avais pas vraiment fait jusqu'ici. Oui, toi t'avais été plus du pénal des personnes. Alors chez Bass j'ai fait droit pénal des affaires un peu, mais il m'avait quand même plus orienté vers droit pénal des personnes parce que c'est ça qui me plaisait le plus. Et donc non mais ça mais là tu t'es retrouvé dans un environnement hostile. J'appelle ça un environnement hostile, c'est-à-dire un environnement où tu as très peu de ressources pour répondre aux tu n'imagines même pas parce qu'en fait le truc c'est que j'avais du coup mon loyer à payer ici, mon loyer à payer là-bas. Bon le type chez qui j'étais, parce qu'ils avaient loué un bureau, voilà, le type chez qui j'étais c'était un vrai niçois aux idées politiques tranchées, inverse des miennes, voilà, un tribunal que je connais pas, donc je connais pas non plus comment faire de diligence, je sais pas, alors qu'au pénal c'est hyper important, enfin c'est hyper intéressant. Dans un monde Nice qui est quand même très particulier, t'as Monaco à côté, t'as un truc, et qui est très bling et qui est vraiment très loin de ma personnalité, enfin en tout cas de ce que j'ai envie, de ce que j'aspire. Donc bon, bref, c'était pas une catastrophe, mais c'était quand même franchement compliqué. Non, c'était trop dur. Et du coup, comment ça s'est passé avec le cabinet parisien? Bah, ça s'est passé que eux-mêmes ont été rachetés par un autre plus gros cabinet. Je crois que de toute façon l'associé voulait, c'est un associé unique. Il avait ce projet-là je pense depuis le début. C'est quelqu'un qui tente plein de projets, qui est très ambitieux, mais dans le bon sens du terme. Je cite pas son nom, pas parce que c'est juste parce que je sais pas s'il il a envie que je cite son nom ou pas. Donc il y a pas de mal. Voilà. Et mais vraiment je l'apprécie énormément. Et et puis en fait, et alors le truc qui ne pouvait pas non plus se douter, c'est que je me suis inscrit sur la liste de défense pénale d'urgence, mais ça je leur avais dit, hein. Je leur avais dit que je voulais m'inscrire là-dessus parce que c'était ça que je voulais faire depuis le début. Et sauf que j'ai vraiment été piqué quoi. La première comparution immédiate, mais c'était génialissime. Un truc trop bien. Trop bien. Pour la première fois, le client en face, j'avais l'impression de jouer à la dinette. Enfin, tu vois,
pour la première fois de vraiment enfiler la robe et de vraiment voilà te lever et d'entendre le silence et de te dire eh ben voilà, ça y est mon gars, il y a plus que toi là dans la salle, il y a plus que toi à parler. Et cette histoire de comparution immédiate où je tombe en plus sur une affaire de matrone qui a un salon de massage chinois. Et donc je me retrouvais à plaider pas n'importe quoi, mais bon quand même des trucs assez tendancieux. Bon, ça se passe très bien, vraiment très très bien. Mais j'avais demandé à la dame de faire renvoyer le dossier parce que j'avais besoin de préparer le dossier. Je me sentais pas prêt. Et elle me dit mais non, pas de souci, allez-y. Enfin, elle m'a dit ça en plus dans un français très approximatif, avec un interprète qui interpréterait que ce qu'il avait envie et pas les choses sexuelles. Enfin bref. J'ai vraiment adoré ça. Les gardes à vue, d'être appelé à 2h du matin, d'arriver, de rencontrer un type, connaissant Donc en fait, l'histoire. en parallèle, t'as été piqué par le droit pénal que tu veux faire, quoi. Ouais, carrément. Et T'as bon, été rappelé à qui tu es. exactement, ouais. Et donc voilà, et donc en fait rapidement, c'est-à-dire quoi, au partir du mois de, tu vois, je rentre en collab le mois de janvier. Enfin, j'avais commencé au mois de novembre, donc tu vois, ça a duré un mois et demi ma recherche. J'ai rentré mois de novembre, décembre, et ouais, on a dû arrêter la collaboration vraiment de manière vraiment intense au mois de mai, et ça a glissé comme ça juin, juillet, mais sur une collaboration qui était plus où eux ils me disaient bon bah écoute, voilà, trouve trouve ta solution. Ils ont été sympas, hein. Ils ont été hyper sympas. Ouais, ils ont été hyper Classe. sympas. Ouais. Très classe parce qu'en plus ils m'ont filé un dossier en partant, en disant voilà parce que j'avais voilà un dossier du Sud. Et non vraiment top. Et puis ça a permis vraiment de me définir quoi, de savoir ce que j'avais envie de faire. Et mais Oui, donc là, t'étais au clair, quoi. Droit pénal des personnes ouais, à ton compte, ouais. à Alors oui, Marseille. mais sauf que non, parce que à mon compte, d'accord, mais sauf que j'ai toujours pas client. Enfin, il faut bien quand même que j'avais pas de sous de côté. Donc bon, après, si j'avais eu besoin, encore une fois, mes parents seraient là. Oui. Donc, mais bon, j'avais envie de gagner ma vie quand même. Et donc, et le type chez qui j'étais à Nice, euh, qui était aussi une crème, vraiment très sympa. Donc là, le niçois, Les un très Niçois. niçois. Ouais. Que les Niçois ne m'en veulent pas, mais bon, voilà, si jamais ils me demandent, je leur dirai, ils sont, bref. Et puis, et en fait, lui, il m'a dit, bah attends, mais j'ai un pote, enfin, que je travaille avec un gars à Marseille, faut voir, peut-être il y a peut-être un cabinet, il a peut-être une place dans son cabinet, il a de la place, machin. Et donc, du coup, il me présente, enfin, il appelle Christian Bellaïs, chez qui je suis aujourd'hui. Donc au bout de 6 mois, donc je viens rencontrer Christian Bellaïs, je lui présente la situation. En gros, j'ai 6 mois de bar, j'ai pas envie de rentrer dans une collab, ou en tout cas à chaque fois que je passe un entretien, j'affiche tellement peu de motivation que c'est clair que en sortant, je me dis les gars s'ils me prennent, enfin ici voilà. Et lui me dit mais non t'inquiète, vas-y, installe-toi, ça va le faire. Moi j'ai eu besoin de 2-3 dossiers pour me lancer, mais tu vas voir ça va partir. Bon. Je suis passé voir Le Christophe conseil Bass. kamikaze. Hein? Le conseil kamikaze. Eh ben non, mais Non, il non, avait mais raison. non, mais je dis, Ouais. c'est le conseil de qui fait peur, quoi. Ah ben oui. Tu viens voir donc l'avocat ici qui s'appelle, rappelle-moi, Christian Bellaïs. Christian Bellaïs, Mm. et il te dit 2-3 dossiers, ça suffit. Moi, je me suis installée comme ça, ça Ouais. va le faire. Installez-vous. Ouais. Et là, tu vas voir Christophe Bass pour lui en parler aussi. Ouais, et pareil, il me dit la même chose. Il me dit, bah, vas-y, lance-toi un garçon, vas-y, machin. Et puis il me dit, bon, en plus, tu tombes bien parce que là, je viens d'avoir un coup de fil pour un dossier dans une autre ville, un dossier important, un dossier criminel, et je va voir le client là tout de suite là. Bah tiens, t'as qu'à prendre un train là dans 1 heure, tu y vas. Et donc, et ce dossier-là a été pour moi un dossier sur lequel j'ai pu avoir une première vision, et en tout cas j'avais quelque chose à faire, et et puis surtout un premier dossier de dire en fait si Christophe Bass m'accorde cette confiance là, je peux y aller quoi, en fait c'est bon, je vais trouver des trucs à droite à gauche, ça va le faire. Ça m'a donné une confiance en moi importante. Il a fallu que je prenne des décisions importante dans ce dossier, décision dans laquelle j'ai encore jamais eu à être autant confronté à vraiment
pas pile ou face sur une vie, mais quasiment. Et bon. En termes de stratégie, de dossier, ouais. Et puis voilà. Puis après, ce dossier-là, il continue encore. Je suis encore là, j'ai encore l'avocat. Tu pilotais un petit peu avec Christophe Basse ou pas du tout? Et ouais. Et en fait, il me dit, en fait, prends-le. Et puis on se fait co-désigner dessus pour m'apporter l'appui suffisant, parce que moi je pouvais pas prendre des décisions comme ça tout seul, pas après 6 mois de barre. C'était pas possible. D'ailleurs même aujourd'hui je pourrais pas, je pense pas. C'est un super deal parce que ça te correspond vachement, t'es en front. Et en même temps t'as le plaisir et l'utilité d'avoir un avocat qui vient t'apporter de l'assise. Ouais. Et qui vient te mentorer sur ce dossier. À qui je peux raconter mes grandes questions, à qui m'écoute, qui m'apporte le soutien. Je crois vraiment que quand on s'installe, on n'est pas obligé d'avoir un tuteur, mais on peut en avoir plusieurs, comme moi j'en ai eu. Mais c'est difficile. Enfin, je pense vraiment que pour s'installer, c'est plus facile quand on a plusieurs personnes quand même qui nous guident, qui nous aident, où on sait que passer un coup de fil. La semaine dernière, là, j'ai eu beaucoup de questions, de questionnements sur la manière d'exercice et autres. Je suis allé boire un verre avec une copine et voilà. Et elle a 3-4 ans de barre de plus que moi et elle me guide là-dessus, quoi. Et c'est quand même ça, c'est génial. Voilà. Génial, ce dossier. Et donc, ce dossier, c'est ce dossier qui t'a permis de t'installer? Oui, où tu t'es autorisé toi-même? Ouais, parce que ça me donnait en fait, j'ai dit aux clients, ne me payez pas tout d'un coup, mais payez-moi régulièrement, étaler le paiement. Et du coup, moi, déjà, ça a permis aux clients de me payer, et puis surtout, ça a permis de moi d'avoir une visibilité financière. Tu vois, un truc sur plusieurs mois où je me disais, bon, même si j'ai pas grand-chose, j'aurais toujours ça. Comment t'as déterminé les honoraires pour ce dossier? C'est avec Christophe. Ouais. Enfin, je lui ai dit, est-ce que tu penses que ça prendra combien de temps? Est-ce que tu penses que machin? Et puis en fait, comme il avait appelé Christophe, il fallait que je me fixe par rapport à ce que lui aurait pu demander, sachant que lui, il a dit tout de suite. Voilà, on a déterminé ça ensemble. Génial. Du coup, t'as aussi été aidé là-dessus. Ouais. Ce qui est un gros sujet. Ce qui est un gros sujet, parce que effectivement, et puis la détermination des honoraires, c'est clair que c'est un gros sujet, parce que c'est la condition sine qua non d'une installation réussie, c'est de savoir qu'en fait, oui, ok, je sais pas moi, 1 000 € pour aller en comparution n'importe laquelle au tribunal, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, il y a pas, ça peut paraître beaucoup, en tout cas quand on est en début d'exercice, mais en réalité, il y a un tel travail avant de préparation du client, si le type est en détention, et puis en fait, la peine, des fois, il faut continuer d'aller voir le type, et les gens vont pas repayer pour aller faire le premier entretien avec le juge d'application des peines, un entretien, comme t'es pas pénaliste, mais voilà, et en fait, il faut prendre en compte tout ça, et en réalité, ouais, ça m'a quand même pas mal aidé. Et donc je m'installe, et puis en plus, et là il se passe un truc, c'est que à Marseille, il y a des manifestations qui commencent. Les gilets jaunes pointent leur nez. Ça, c'était quand? En 2018. Donc c'est tout récent, ouais. Ouais. Et en fait, j'ai un pote d'un pote qui fait partie des manifestants, parce qu'il y a une place qui a été rénovée, la place de la Plaine. Il y a eu beaucoup de manifestations contre cette rénovation, parce que c'est une opération dénoncée comme étant une opération de gentrification. Qu'on ait dit des politiques favorables ou pas, en tout cas il y a eu des manifestants et on a obtenu une relaxe parce que le dossier était vraiment symptomatique d'une poursuite simplement pour faire peur, c'est-à-dire que mon client il avait simplement jeté un œuf sur des policiers et qu'il était poursuivi pour ça et que les œufs n'avaient même pas atterri sur... Bref. Et donc du coup mon nom... T'es pas obligé de replaiter le dossier. Non, pardon, en tout cas, à la faveur de cette manifestation, tu as eu un client. Du coup, j'ai eu un client. Et du coup, mon nom est passé dans le nom des manifestants. Et du coup, là, je suis intervenu régulièrement pour eux. J'étais pas l'avocat des Gilets jaunes, j'étais l'avocat de quelques Gilets jaunes sur des week-ends. Parce que c'est souvent le samedi qu'on appelait. Et le lundi, j'étais en comparution immédiate. Le barreau de Marseille a accepté que j'intègre la liste de défense pénale d'urgence parce que j'avais fait la formation à Nice.
Et voilà. Et après, ça a démarré comme ça. Voilà. Quelle est ta relation du coup avec Je suis en locaux contre service. co-contre-service? Ouais. Donc, je travaille une journée voilà, c'est à peu près ça. C'est ça qui est convenu. Une journée par semaine pour lui et je paye pas le loyer. Tu fais du droit pénal pour lui? Ouais, essentiellement. Mais aussi ces dossiers sur lesquels ça fait longtemps qu'il a pas repris. J'apporte une vision différente sur le dossier, quoi. Voilà. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant parce que finalement, donc c'est pas juste de l'exécution. Non. C'est aussi, il peut te confier un dossier en mode un ouais, autre regard. J'apporte un éclairage qui est à chaque fois suivi sur la stratégie à mener. Ouais. Donc voilà. Et puis après le bouche à oreille, les confrères qui renvoient des dossiers, des confrères en permanence qui disent j'ai un dossier, je sais pas comment le gérer, est-ce que tu peux le reprendre? Et puis voilà. Ouais. Ça fait 2 ans. Christophe Bass, vous avez encore ce dossier actif ensemble? Ouais. Est-ce qu'il t'a envoyé d'autres dossiers? Pas de mémoire. Mais on a encore. Je crois pas. Non. Mais j'avais un dossier. Du coup, j'avais un dossier de la société pour laquelle je travaillais, un dossier là-dessus. J'avais quand même des dossiers qui apportaient quand même un peu une base en tout cas. Et puis après, la défense pénale d'urgence, qui est quand même. Ouais, quand on est volontaire et qu'on est capable d'y aller tout de suite, on peut être en renfort, on peut être. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu es à ton compte. Ouais. Dans une configuration qui effectivement est un petit peu originale puisque du coup tu as ces locaux. Ouais. Donc locaux contre service. T'as ce dossier en partenariat. Oui, alors après le dossier, il est là aujourd'hui, il est un peu dans une phase, il est un peu plus endormi. Mais en tout cas, il y voilà. a d'autres. Après, il y a plein d'autres dossiers qui sont. J'ai été appelé aussi par Nice quelques fois par le mec chez qui j'étais. Et puis voilà, puis ça s'est fait comme ça au fur et à mesure, tu vois. Et puis après, défense pénale d'urgence, après c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que bon, sur les 20 que tu vas défendre, T'en as un qui revient, qui refait des conneries, qui appelle un pote, qui machin, qui truc. bouche à oreille. Ouais, bouche à oreille. Voilà. Ben bravo. Merci. Bah. T'es content? Ouais, je suis content, carrément. De toute façon, si t'es là, théoriquement, c'est que t'es épanoui. Après, je suis bien dans ma robe, il paraît. Non, très bien. Après, ça veut pas dire pour autant que je doute pas à chaque instant. C'est quoi tes doutes? Bah, c'est sortir d'une audience et de se dire j'ai été à côté de la plaque. Ça arrive tout le temps. J'avais à l'IDP là, j'avais entendu un type qui parlait de l'échec en droit pénal. C'est quand même, nous, on est quand même toujours en train de se prendre pas des, c'est pas des échecs, mais bon, on est quand même tout le temps avec un truc où on plaide quelque chose, on est là en train de plaider un truc et bon, il y a des gens qui partent en prison, et donc il y a des fois, je me dis bon, est-ce que j'ai été bon, mais ça, c'est ça aussi qui me plaît dans ce métier, c'est-à-dire que quand j'étais avec Philippe Voulant, les assises, je le vois, il me sort, il me dit j'ai été bon, j'ai pas été bon, mais j'ai pas été bon. Et voilà, et ça, je trouve ça génial. Après 40 ans de bar, le type il me demande alors que j'étais même pas avocat. Et il était capable de dire, la façon dont comment j'avais hésité, qu'il se dit, je peux pas plaider comme j'aurais dû plaider, quoi. Ça, et ça, je trouve ça génial, parce que tu t'es toujours, dans toute cette profession, on est toujours en train d'apprendre. Toujours des trucs je trouve ça génial. Ouais, vraiment génial. Ouais. Et, donc, des doutes plus liés à, toi comme avocat, plutôt que la forme d'exercice, la rentabilité de ta structure, ton avenir comme... Alors, je touche du bois. De ce côté-là, pour l'instant, ça va. Ça va. Pour l'instant, ça va et je suis très content. Aussi, j'ai pas des prétentions financières énormes. J'ai un niveau, enfin voilà. Je fais attention aussi. Je suis plus fourmi que cigale. Donc ça fait partie aussi de. Mais bon, ça fait pas. Je veux pas avoir des fins de mois stressantes. Donc je fais attention. Et puis, alors là, l'exercice, au futur, ce que j'aimerais, c'est quand même pouvoir partir en vacances sans stresser. C'est pouvoir partir en week-end sans avoir de portable qui pourrait faire que de la seconde, je passe de Valentin avec sa famille, machin, à mettre l'oreille. Ça, j'aimerais bien, au futur, ça. J'aimerais avoir plus de liens entre nous, ici. Je vais essayer de favoriser ça. Donc ici, dans les locaux. Ouais, parce qu'on est tous indépendants.
Et après, du coup, chacun, on essaie de, il y a certains qui sont très très indépendants, qui vraiment sont dans leur bureau et on va quasiment jamais, et puis d'autres qu'on sent avec qui on a envie de travailler. Il y a une consoeur qui intègre le cabinet au début octobre là, qui va apporter une nouvelle touche. Et puis récemment, là où j'ai eu vraiment une grande question, c'était pendant le confinement. Parce que j'étais en colère contre les magistrats, en colère contre mes confrères, en colère contre moi-même, parce qu'on a laissé complètement tomber les gens. Et je voyais pas comment canaliser cette colère-là sans me retrouver à faire de l'outrage à magistrat ou à me retrouver en procédure de délicatesse à l'ordre. Et là encore une fois, j'ai eu une stagiaire au mois de février là, elle est venue et je lui ai demandé de me donner un peu son retour, son sentiment sur la façon de. Et il me disait, c'est fou le temps que tu passes au téléphone avec tes confrères. Et c'est vrai que je passe énormément de temps avec mes confrères parce que j'ai vraiment besoin d'un avis extérieur sur mes dossiers, de machin. Et ils acceptent ça. Et j'accepte aussi de me donner mon avis sur leur dossier. Et du coup, là, pendant le confinement, j'ai appelé un confrère qui est ma référence en termes d'éthique, de combat et autres. Et je lui ai vraiment demandé qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on a envie d'envoyer des patates à tout le monde parce qu'on n'en peut plus de l'exercice. Et il m'a dit, je pense que pour toi, ce qu'il faut, c'est que tu intègres le SAF. Ça permet de canaliser tes colères, de les construire et de retrouver des gens qui vont partager aussi des combats avec toi et qui vont partager l'idée que qu'on peut pas qu'en fait qu'on doit d'abord avant tout assurer la vie de notre cabinet, c'est très bien, mais en fait moi mon exercice je le conçois comme étant la défense des libertés pour moi c'est quelque chose de vraiment important. C'est pas c'est un truc sur lequel j'ai envie d'investir plus de temps, et plus d'énergie, en me disant Donc maintenant t'as un espace de lutte. Ouais, de lutte et qui permet d'éviter de me retrouver. Vraiment, j'ai fait ça pour éviter de me retrouver poursuivi pour outrage. Vraiment, je sentais que ça allait partir là-dessus. T'as transvasé une énergie. Ah ouais, j'étais trop en colère. Ça m'a mis trop en colère. Et ça va mieux maintenant? Oui, après je reste. Tu es toujours en colère, mais voilà. Tu as un espace où tu peux. Un espace dans lequel je peux en discuter avec d'autres gens et on peut construire une stratégie pour que ça change. Voilà. Ouais. Et ça, j'invite les confrères à le faire, que ce soit le SAF, que ce soit du JDA. Donc à s'engager, quoi. Ouais, à s'engager, ouais, carrément. À l'ordre, n'importe où, mais mine de rien, ça permet en plus de discuter avec d'autres confrères, quoi, et d'avoir un réseau en plus supplémentaire, mine de rien. Oui. Et en termes pour ton cabinet, tu veux continuer là-dessus du droit pénal des personnes. Tu disais que tu interviens dans d'autres matières ponctuellement quand ça découle d'un dossier pénal. Ouais. Donc un petit peu comme Anne-Sophie de Poitiers que j'ai interviewée. Voilà. Et puis après, on verra. On va voir. Après, on verra. Ouais, on va voir ce que ça va passer. Ouais. Ouais, mais c'est super. Et puis je trouve ça. Après, il y a un truc qui attire mon attention dans ce que tu dis, qui est quand tu dis voilà que tu n'es pas dispendieux, que tu fais attention, que tu es plus fourmi que cigale et comme j'ai discuté donc avec François Mazon ce matin, et on a beaucoup parlé de développement et de cet état d'esprit en fait de l'avocat entrepreneur et tout ça, qui est un thème qui lui est cher et qui m'est cher aussi et qui m'est d'autant plus cher que j'ai une formation sur le développement de clientèle et donc on parlait de tout ça et c'est vrai que il y a un truc dans l'état d'esprit qui est de pas non plus tomber dans le truc où on se contente de, tu vois, on se dit qu'on voit petit en termes de chiffre d'affaires puisque ça n'a rien à voir avec l'ambition professionnelle, tu vois. Parce qu'on se dit bah non, après voilà, ça va parce que je fais attention et que si et que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et de s'autoriser aussi à se dire ben ça peut aller genre bien, enfin. Oui, non, après le truc c'est que en termes de chiffre d'affaires et de rémunération, la question c'est aussi de moi ce que j'aime plus que tout et c'est pour ça que je suis resté à Marseille. C'est d'aller à Malmousque me baigner. C'est le truc qui me fait c'est le truc que j'adore. Voilà, à la fin de ma journée, je peux prendre mon vélo et je peux aller me baigner à Malmousque. Et ça coûte rien. Il y a un coucher de soleil, c'est son et lumière tous les soirs.
Et ça, une bière, un sandwich, et c'est tout, quoi. Non, je comprends Voilà. ce que tu veux et dire. donc, en fait, c'est plus ça. Et après, je pense pas mon métier comme ça, mais je vois aussi par rapport à mes potes. J'ai des potes qui gagnent mieux leur vie que moi en ayant fait d'autres choses. J'ai des potes qui gagnent moins bien leur vie que moi en faisant d'autres choses. Mais bon, de toute façon, moi, ce dont on a nous avocats comme avantage, c'est qu'on a une liberté. Et c'est que on est, enfin moi en tout cas, je suis indépendant, je travaille quand je veux. Ça veut dire que là, ce week-end, j'ai bossé. Mais ça m'a pas coûté tant que ça. Par contre, vendredi, j'ai pas travaillé. Je pense que jeudi matin, je vais peut-être aller justement plonger. Tu vois, moi, je vois vraiment le truc de. En fait, c'est ça que j'adore. T'as une fluidité. Ouais, une fluidité. Du coup, j'ai jamais l'impression d'aller au travail. J'y vais. Si des fois, quand je suis à la fin de mes conclusions, que j'en peux plus. Bien sûr que c'est dur, mais vraiment, j'essaie de toujours me dire, en fait, quand j'arrive pas à travailler, il vaut mieux se barrer, en fait, il vaut mieux faire autre chose. Et si j'ai une question qui m'a échappé tout à l'heure, mais maintenant je m'en souviens. Du coup, maintenant, quel est ton rapport à ton côté, tu sais, par rapport à la rigueur, à qui tu es comme avocat, quelles sont tes forces comme avocat, et ton approche dans les dossiers, du coup, qui découle ou pas de ces forces. Enfin, tu vois, cette question. Bon, je suis plus mature quand même qu'avant. Je pense que j'ai acquis en maturité par rapport à ça. J'ai aussi compris que, en fait, et c'est ça que j'ai appris chez Christophe Bass, une pensée bien formulée dans un truc mal écrit ne sert à rien. Donc il faut d'abord commencer à bien écrire et ensuite présenter quelque chose d'intéressant. Oui, après j'essaie de... Non, franchement, et le passage dans le cabinet parisien m'a beaucoup aidé aussi. Parce que c'était des systèmes de relecture. Avec des markups et autres. Et bon, mine de rien, à force de se relire, on finit par gommer ce truc-là. Après, j'ai pas une gestion mathématique de mes dossiers. C'est pas toujours, de mes dossiers dans le sens, voilà. Mais moi, je m'y retrouve. Et en tout cas, je pense pas. Pour l'instant, en tout cas, ça m'a pas, j'ai pas eu de truc où de me dire là, je suis passé complètement à côté de ça. Non, mais attends, c'est ton mode de fonctionnement. Ouais. C'est juste que ce qui m'intéressait, c'était ton rapport à toi-même par rapport à, enfin, tu vois. C'est l'effort que ça me coûte. C'est l'effort que ça me coûte. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est plus, voilà, de réussir à faire. Mais bon, pour l'instant, le fait d'être en front line, comme tu dis, en fait, ce défaut-là n'est plus vraiment un défaut qui me pose problème. Voilà. Donc ça, pour l'instant, en tout cas, pareil, je touche du bois et j'espère que je vais continuer de garder cette rigueur-là. C'est trop cool. Ouais. Et donc l'avenir de ton exercice, continue à t'engager pour ta profession et pour les justiciables. J'aimerais bien organiser des formations. J'ai 15 milliards de projets en cours. Voilà. J'avais à un moment donné un projet de podcast aussi que j'ai abandonné, mais qui est au placard. Un podcast sur quoi, voilà, je veux tout savoir. C'était non, mais c'était un truc de justement un peu pas d'entretien, mais avec des avocats pénalistes. Ouais. Et puis non, voilà, c'est ça que j'ai envie de m'investir dans le schéma un peu de formation, tout ça, voilà. Ouais. Et puis après, formation pénale. Ouais, formation pénale. Et puis après, voilà, réussir. J'aimerais bien l'été prochain partir en vacances en ayant mon portable quelque part ailleurs que dans ma poche. Comment tu vas faire ça? En ayant je sais pas. soit un stagiaire que je forme suffisamment qui puisse stagiaire une ou un qui puisse répondre, soit quelqu'un avec qui je travaille qui puisse répondre, soit une organisation suffisamment carrée avant pour que les clients mais bon, le problème c'est qu'il y a toujours le problème de clients qui arrivent. Bon voilà, moi j'ai une clientèle quand même en début d'exercice qui est quand même basée quand même pas mal sur le turnover. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui repartent. Oui. Et donc le problème c'est que quand t'es pas là pendant 3 semaines, ça fait 3 semaines de trou quoi. Et des fois c'est un peu compliqué. Sous-traitance avec un confrère de confiance. Bon, en tout cas, je te souhaite plein de choses pour cette fin d'exercice, ce début d'exercice, cette poursuite d'exercice. Non, la fin, oui, j'avoue, c'était pas du tout le bon mot. Cette poursuite d'exercice. Quelle est ta dernière joie, Valentin? Ma dernière joie, c'était
c'était dernière joie, c'était ce week-end. Mes 2 dernières joies, c'était à 17h d'avoir fini ma permanence plus tôt que prévu et justement d'avoir rejoint mes amis à Malmousque et de m'être baigné, d'avoir profité du coucher de soleil. Et l'autre dernière joie, c'était de réussir à obtenir une libération, mais une libération quand même ce week-end. Voilà, ça c'était cool. Eh ben bravo. Ouais. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Eh ben, je porte un pantalon noir et une chemise blanche parce que je veux pas que les magistrats regardent autre chose que ma robe. Et je porte un maillot de bain prêt à partir. Merci beaucoup Valentin. Merci pour cet échange.